Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personnalité dont le travail a fortement impacté l'attractivité de la France dans le Web3. Franck Guyader, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es actuellement directeur de JID 255, la practice innovation et Web3, Digital Finance et FinTech du prestigieux cabinet d'avocats JID. Tu as aussi été le directeur de la division FinTech, innovation et compétitivité de l'AMF, l'autorité des marchés financiers lors de la grande période des ICO. Nous reviendrons aujourd'hui sur ton parcours, sur ta découverte du sujet blockchain, sur la volonté de l'AMF de se positionner rapidement sur ce sujet, sur la création et la mission de JIT 255, ainsi que ta vision des enjeux à venir pour le secteur. Franck, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs? Bonjour Alexis, merci de ton invitation. Et bien sûr, avec plaisir. Je suis donc un ancien régulateur, tu l'as dit, qui est arrivé au monde de la régulation par la finance, puisque au départ, mon profil très financier m'a amené à travailler chez Euronext, et donc le métier d'Euronext, enfin les métiers d'Euronext, qui sont des métiers réglementés, m'ont amené à la réglementation, et cette réglementation m'a naturellement amené à l'AMF. Et donc, chemin faisant, l'AMF m'ayant proposé plusieurs projets et m'a donné aussi l'occasion de diriger deux divisions, je suis ensuite, j'ai rejoint le cabinet GID pour monter cette activité dédiée à la finance numérique et au Web3 dont on va parler. Super. Écoute, est-ce que tu pourrais nous faire un petit focus? Je crois que tu es arrivé à l'AMF en 2010, donc il y a quand même de cela maintenant 13 ans. Tu n'as pas commencé tout de suite, je crois, dans les sujets d'innovation, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton arrivée à l'AMF et finalement ton arrivée sur ces sujets Web3, ce sujet blockchain, et comment en fait à l'AMF c'est monté un peu cette cellule autour de ces sujets d'innovation? Oui. Alors déjà, l'autorité des marchés financiers, c'est une autorité qui a pour particularité d'avoir autant de juristes que d'experts de marché en interne. On le sait assez peu, on considère souvent qu'une autorité, on va y trouver uniquement des juristes, et c'est assez faux, puisqu'il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'experts de marché qui viennent des marchés financiers à différentes fonctions. C'était mon cas. Et pourquoi? Parce que dans cette autorité, vous avez une direction qui s'occupe des affaires internationales. Et cette direction, elle a pour mission d'accompagner la direction générale du Trésor dans les négociations de textes au niveau européen notamment, mais aussi dans tous les travaux internationaux qui concernent la régulation des marchés. Donc c'est un élément qui est assez important à souligner, parce que ça veut dire que le métier d'une autorité, d'un superviseur, c'est également d'aller défendre les intérêts de la France au niveau européen, bien sûr, et parfois même au niveau international. Alors moi, quand je suis arrivé à l'AMF, on m'a permis de travailler sur la régulation de la gestion d'actifs, parce que j'avais travaillé dans ce domaine auparavant, pour justement accompagner le Trésor dans la négociation de nouveaux textes en matière de gestion d'actifs, en l'occurrence ce qu'on appelle la directive AIFM, hein, qui est dédiée aux gestionnaires de fonds alternatifs. Et cette expérience m'a naturellement mené à l'innovation financière, puisque dans le domaine de la gestion notamment, il y a beaucoup d'innovations qui passent par la technologie, et donc je me suis intéressé dans le cadre de mon métier à toutes les innovations technologiques qui déferlaient dans le domaine financier, qu'on a appelé et qu'on appelle encore aujourd'hui les fintech, les services de technologie financière. Et donc c'est par cet angle-là que je suis arrivé à m'y intéresser, à en parler avec le président de l'époque et le secrétaire général de l'AMF. Et il a donc été presque évident à un moment donné de créer un dispositif dédié à ces innovations financières, et donc de créer une division en charge non seulement de l'innovation, mais aussi de la compétitivité, parce que l'innovation, c'est un outil de compétitivité pour une place financière aussi importante que la place française. Et donc, il fallait à la fois comprendre ces innovations, savoir les expliquer, et voir dans quelle mesure elles pouvaient venir modifier ou forcer à modifier certaines règles applicables aux acteurs qui sont dans le domaine de compétences de l'AMF. Donc c'est une évolution presque naturelle, hein, qui m'a mené
a créé cette division FinTech, innovation, compétitivité, qui aujourd'hui s'appelle innovation et finance numérique, mais c'est à peu près le même champ d'application qu'on retrouve aujourd'hui dans cette division qui existe encore bien sûr à l'AMF. Alors ça, c'était en quelle année que vous avez monté cette division à l'AMF? Alors je veux pas dire de bêtises, mais c'était en 2016. 2016. Donc on était avant la grande vague des ICO ou au début des ICO. On était aussi au début du Brexit, j'imagine. En tout cas, c'était un sujet qui devait être brûlant. Tu parlais de compétitivité, mais j'imagine que justement la place financière parisienne devait se positionner à l'échelle européenne, en tout cas avoir des avantages concurrentiels par rapport aux autres places. Et donc, si je comprends bien, ce que tu me racontes, c'est que ça faisait partie de toute cette démarche-là et qu'il n'y avait pas évidemment que le sujet blockchain, mais plein d'autres sujets. Comment est-ce que tu peux nous raconter comment était perçue en fait la blockchain dès le départ? Par quel type de sujet en fait vous êtes rentré dans le sujet de la blockchain? Un sujet d'infrastructure? Alors essentiellement effectivement des sujets d'infrastructure, c'est-à-dire que quand on s'intéresse à l'innovation technologique dans le domaine financier, très rapidement on tombe sur des sujets liés à la blockchain et à ce type de technologie. Donc je dirais que c'est par l'angle de la recherche au départ où on a examiné quelles étaient les technologies qui avaient un peu de succès et qui étaient explorées notamment par des acteurs dans le domaine financier, mais aussi bien sûr par le marché des cryptoactifs puisqu'il existait déjà. Le Bitcoin existait déjà depuis un certain nombre d'années et on commençait à en parler à l'époque, notamment par l'angle des risques, puisque le régulateur, une de ses missions, c'est de s'inquiéter et de Bien voir, sûr. d'identifier les risques. Et donc c'est par ces deux angles-là, les infrastructures effectivement et également le marché des cryptoactifs. Et donc, du coup, il y avait une. Parce qu'il n'y avait pas quand même. Il n'y avait pas beaucoup d'experts sur le sujet. Donc, c'était vraiment une cellule, on va dire, interne de gens qui sont montés en compétences et qui, du coup, ont développé cette compétence interne. Vous avez fait appel à l'époque à beaucoup d'experts externes pour justement mettre un peu tout le monde à niveau à l'AMF. Comment ça s'est passé? Bah, la première démarche qui a eu beaucoup de succès, c'est d'abord de faire savoir que les portes étaient grandes ouvertes à tous les acteurs qui innovaient dans ces domaines très variés. Et donc, on a reçu énormément d'entreprises, énormément de prestataires, des entreprises traditionnelles, mais aussi, bien sûr, plein de startups qui sont venus nous exposer finalement leurs innovations et parfois poser des questions sur la manière dont ces innovations pouvaient s'inscrire ou non dans des services financiers réglementés. Donc, en faisant cette démarche-là, l'AMF s'est positionné d'emblée comme une autorité ouverte à l'innovation, ouverte également à l'évolution de la règle, pour permettre justement à ces acteurs d'être compétitifs, comme tu l'as très bien dit, dans le cadre du Brexit, qui effectivement commençait à créer quelques opportunités. Et du coup, les grands sujets de l'époque, parce que on est en 2016, il y a eu la déferlante des ICO, c'était plutôt 2017, si je me rappelle bien. Donc, quels étaient les premiers use cases auxquels vous avez été confrontés à l'AMF à l'époque? Alors, effectivement, les ICO sont très vite arrivés et très vite repartis entre guillemets puisque finalement cette vague a duré à peu près 3 ans, en tout cas en Europe continentale. Et c'est vrai que les ICO se sont très vite imposés comme, on va dire, le phénomène qu'il fallait absolument comprendre rapidement et éventuellement réglementer. Donc ça, c'est clair que ça a été un vecteur d'accélération non seulement de la mise en place de ce dispositif lié à l'innovation, mais aussi de développement législatif et réglementaire qui ont suivi. À côté de ça, il commençait à avoir des infrastructures qui se sont créées, notamment dans le domaine de la gestion d'actifs, qui visaient à apporter des solutions en matière de distribution pour des actifs financiers qui auraient été tokenisés. Et donc ces infrastructures-là Donc, les fameux aussi, security tokens, c'est ça? oui, exactement. C'est donc, effectivement ces jetons financiers, comme on dit en droit français, qui sont les security tokens, ont commencé à s'imposer aussi dans notre périmètre de recherche et de compréhension. Et donc, il a fallu comprendre comment est-ce que on pouvait distribuer ce type de d'actifs tokenisés, c'est-à-dire dématérialisés autrement, avec des projets d'infrastructure qui d'ailleurs étaient souvent sous l'égide de consortiums soit de grandes banques, soit de sociétés de gestion.
Donc ça a été la deuxième chose qui est arrivée. Et puis il y avait, je dirais, l'ensemble des fintech dans lequel on inclut le crowdfunding, donc le financement participatif, les robots advisors, donc l'automatisation de certains types de services financiers, la surtech également, le domaine de l'assurance qui aussi a beaucoup évolué, notamment avec des briques technologiques déjà d'intelligence artificielle. Et donc l'ensemble des fintech et des services fintech qui n'étaient pas tout le temps liés à de la blockchain, hein, mais parfois pouvaient également pousser, on va dire, l'AMF dans ses retranchements sur l'application de certaines règles qui n'avaient pas été conçues en connaissance de cause, puisque la blockchain n'avait pas été évoquée au moment de l'écriture de cette réglementation. Donc il y a eu évidemment la loi Pacte aussi qui a permis aussi beaucoup de choses, en tout cas dans le non-coté. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Oui, bien sûr. Ben, alors, c'est vrai que la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, c'est son vrai nom, la loi Pacte, qui a été votée en mai 2019, je dis pas de bêtises, mais ça doit être ça, avait comme objectif justement de moderniser et de développer l'innovation au sein des entreprises pour que celles-ci grandissent en taille, en chiffre d'affaires et également, évidemment, créent des emplois. Et donc, parmi les grandes innovations de cette loi, on y trouve effectivement la genèse d'un régime qui a été créé à la fois pour les émetteurs donc, de jetons utilitaires, de utility tokens, donc les fameux ICO, un régime qui était optionnel, enfin, qui est optionnel encore aujourd'hui, mais qui quand même mérite d'exister et permettait aux émetteurs éventuellement d'aller chercher un visa auprès de l'AMF pour pouvoir mener leur opération avec une grande envergure. Et puis, à côté de ça, un régime également pour les prestataires de services sur actifs numériques, les XAN, qui offrent des services sur actifs numériques, que ce soit l'achat-vente de cryptoactifs contre de la monnaie à valeur légale ou la conservation de cryptoactifs, par exemple. Il y a toute une liste comme ça de services sur actifs numériques qui existent et qui aujourd'hui tombent sous cette réglementation française qui d'ailleurs a été reprise plus tard au niveau européen puisqu'on va la retrouver dans un règlement qui s'appelle MiCA et qui entrera en application assez prochainement. D'accord, et alors je crois savoir que l'AMF et l'ACPR ont en fait à cette époque-là aussi en fait mené des actions conjointes pour justement comprendre et avancer ensemble sur la réglementation autour de ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Alors, un des principes de cette innovation financière et de ces tentatives de disruption, parce que parfois ça fonctionne, parfois voilà, ça va pas beaucoup plus loin, mais en tout cas, il y a eu des tentatives de disruption dans le monde financier, ont immédiatement imposé de travailler en étroite collaboration avec l'autorité prudentielle, la CPR, qui a la charge notamment des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Et donc, il a fallu créer un dispositif resserré entre la cellule innovation de l'AMF et son équivalent qui a été créé également à la CPR. Les deux cellules ont été créées au même moment, ont commencé leurs activités au même moment et ont conduit des travaux en commun pour identifier bien sûr les risques liés à ces innovations, à cette technologie, et ensuite voir dans quelle mesure il y avait ou non des trous dans la raquette, dans la réglementation française, qui n'apportent pas beaucoup de confort aux acteurs qui innovent, parce que lorsqu'ils lèvent des fonds pour développer leurs activités ou lorsqu'ils cherchent une clientèle, ils ont besoin aussi de prouver que juridiquement et sur le plan réglementaire, ils n'ont aucun problème en termes de conformité. Donc ce dispositif en commun qu'on a appelé Forum ACPR AMF a permis de créer un groupe de travail avec toutes les parties prenantes de l'industrie de l'innovation financière, côté banque, mais aussi côté société de gestion et notaire, infrastructure de marché, pour parler d'un seul ton finalement, c'est-à-dire encourager l'innovation, mais bien sûr encadrer ces innovations dans la mesure où parfois elles pouvaient créer de nouveaux facteurs de risque.
Non, c'est très clair. Et est-ce que tu peux nous dire un mot aussi des relations finalement entre le régulateur local et la Commission européenne? Parce que je crois savoir que en fait l'agrément PSAN et MICA se ressemblent beaucoup. Ce qui est un avantage, on va dire, compétitif pour aujourd'hui les acteurs français qui sont en phase de demande d'agrément et non pas d'enregistrement, parce qu'il y a les deux statuts. Mais en fait, comment ça se passe pour que justement, on va dire, le cadre réglementaire français finalement devienne un peu le modèle pour le cadre réglementaire européen qui arrive? Alors d'abord, comme je l'avais dit en introduction, comme l'AMF a une grande envergure à l'international et dispose de pas mal de moyens au niveau international, puisque toute une direction est dédiée aux travaux internationaux et notamment européens, bien sûr. Sa relation avec la Commission européenne et je dirais avec ses homologues européens, les 27, euh, quasiment quotidienne. C'est-à-dire qu'il y a énormément de groupes de travail dans lesquels auquel l'AMF participe. Euh, L'AMF a créé aussi tout un programme d'accords de coopération avec des autorités étrangères, qu'elles soient en Europe ou à l'étranger, et vis-à-vis de la Commission européenne, du Parlement européen, l'AMF a bien sûr également des relations étroites avec les experts et les départements qui sont en charge des services qui tombent sous la compétence de l'AMF. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui complètement intégré, complètement dans l'ADN de l'autorité française. Et ensuite, comment ça se passe pour être influent, puisque je pense que c'est ta question. Eh bien, ça passe d'abord par ces moyens, mais ensuite, évidemment, beaucoup par le travail fait avec l'industrie, puisque ce qu'attend la Commission européenne ou même le Parlement européen, c'est d'avoir bien sûr une proposition qui est faite par des autorités nationales ou par l'autorité européenne des marchés financiers, l'ESMA, et ces propositions, elles doivent être bien sûr assorties de cas d'usage, de use case, et donc c'est le travail fait avec l'industrie et tous les groupes de travail que l'AMF a pu créer pour inviter les acteurs innovants à lui proposer, à lui présenter des activités innovantes, que les propositions qui sont faites ensuite sur le plan réglementaire sont d'autant plus solides et reconnues par la Commission européenne. Donc sur le travail qui a été fait par exemple avec le régime SAN et le régime des ICO, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire cet accueil que l'AMF a mis en place et ce choc de communication auprès de l'industrie financière que l'AMF a souhaité, qui a permis de recueillir énormément de feedback de l'industrie et donc de proposer ensuite un régime qui était non seulement pertinent sur le plan de la protection des marchés, de la stabilité des marchés, la protection des investisseurs, mais aussi adapté, a priori, aux besoins des acteurs et à leur réalité. Donc cette influence passe par cela, c'est-à-dire vraiment par un travail très collaboratif finalement avec l'industrie. Alors attention, collaboratif jusqu'à un certain niveau, parce que le rôle du superviseur n'est pas non plus de dire oui à tout ce que l'industrie souhaite. C'est assez évident. En revanche, le fait d'avoir ces informations de marché et de bien comprendre les modèles d'affaires de ces entreprises innovantes était fondamental pour l'influence. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un mot rapidement sur Mika, quelles sont les dates d'application, etc. Oui, un MiCA va être adopté et donc après sa publication au journal officiel qui a eu lieu le mois dernier, 18 mois avait été prévu pour son entrée en application. Donc MiCA va entrer en application pardon en janvier 2025 pardon. Donc d'ici là, il y a beaucoup de travaux préparatoires qui sont nécessaires et qui sont en train d'être conduits par les autorités européennes de supervision et particulièrement par l'ESMA et le BA, puisque derrière ce règlement européen doivent être précisés un certain nombre de dispositions, pardon, qui sont prévues dans le texte, et c'est là où on entre actuellement dans une phase de discussion et de consultation très intense avec plusieurs vagues de consultation que l'ESMA et le BA vont mener auprès de l'industrie en commençant dès cet été. On attend le premier batch de consultation dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc l'industrie aujourd'hui doit se mobiliser pour participer à ces consultations et qui sont nécessaires pour encore une fois bien comprendre
les modèles d'affaires qui vont être régulés et une période donc particulièrement importante pour les acteurs pour éviter que cette réglementation dans les éléments de précision qui vont être apportés ne soit pas adaptée finalement au fonctionnement de ce type de service. Et alors du coup, peut-être que ça me fait une transition sur ma question suivante, qui est sur le régime pilote et le lien peut-être entre MiCA et le régime pilote. Oui, bien sûr. Alors, le régime pilote, déjà, le règlement MiCA, tout comme le régime pilote, font partie d'un package que la Commission européenne a souhaité euh, pour justement favoriser l'innovation intra-européenne et faire en sorte que ces entreprises innovantes atteignent des niveaux de maturité beaucoup plus importants et assez rapidement pour être compétitives vis-à-vis des entreprises non européennes et que cette scalabilité dont on parle souvent dans l'innovation soit atteignable rapidement pour être compétitif vis-à-vis des acteurs non européens et particulièrement les acteurs nord-américains et certains acteurs asiatiques. Euh, donc ça, ce package de la Commission européenne prévoyait aussi de créer un marché secondaire pour les security tokens. On en a parlé tout à l'heure. Alors les security tokens, comme le nom l'indique, ce sont des securities, donc ce sont des titres, des instruments financiers, certains types d'instruments financiers, mais qui ont pour particularité d'être enregistrés et émis via une blockchain. Et donc cette tokenisation des titres financiers permet bien sûr de bénéficier des caractéristiques de cette technologie, mais par contre se heurtait jusqu'à présent à des difficultés réglementaires pour trouver un marché secondaire dans la mesure où les plateformes de marché étaient réglementées et ne pouvaient pas admettre ce type d'instruments dématérialisés de cette manière. Donc il a fallu créer un régime de pilote au niveau européen qui va permettre aux titres financiers donc tokenisés d'être échangés dans des conditions précises, puisque certains types d'infrastructures pourront faire la demande d'une sorte de dérogation de la réglementation et donc ensuite permettre à ces titres d'être échangés en blockchain et donc participer à un marché secondaire qui sera totalement blockchainisé d'une certaine manière, c'est-à-dire assis sur une technologie blockchain. J'imagine qu'il y a des contraintes en termes de volume, en termes de... Oui, bien sûr, il y a plein de seuils et plein de contraintes. Alors, contraintes, dans ce cas, il y a des critères qui permettent de bénéficier de cette dérogation. Donc, il y a une analyse au cas par cas qui est effectuée par l'autorité compétente nationale, donc en l'occurrence en France de l'ANMEF, qui va examiner la demande de dérogation, donc la demande pour bénéficier de ce régime pilote pendant un certain temps. Évidemment que les critères sont indispensables, enfin en tout cas doivent être précisés, puisqu'on ne va pas accorder des dérogations, surtout pour échanger des titres financiers sur le marché, sans que l'AMF ait pu considérer si cela avait du sens ou non de le faire. Donc oui, bien sûr, toute une liste de critères, alors ça devrait être assez technique, mais qui sont nécessaires d'appréhender avant d'envisager ce type de demande dérogatoire. Encore une fois, tu me fais une transition parfaite, parce que depuis 2018, tu es chez GIDE. Ouais. Et tu as participé donc à la création de GIDE 255. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est GIDE 255, ce que vous faites, et j'imagine que vous travaillez typiquement sur ce genre de demande de dérogation pour des acteurs financiers. Alors GIDE 255, c'est une marque, c'est une équipe, c'est une offre également. Donc c'est une marque qui a souhaité se distinguer de l'offre globale de GIDE, même si l'activité de l'équipe GIDE 255 est une activité qu'on peut comparer à une autre activité au sein du cabinet, c'est-à-dire que notre métier est de conseiller nos clients sur les aspects juridiques et réglementaires de leurs activités. Et cette équipe a été créée donc il y a plus de 5 ans maintenant pour justement répondre à ce qu'on pouvait observer sur le marché, c'est-à-dire l'émergence de nouvelles technologies et souvent même de combinaisons de technologies. On a parlé de la blockchain, mais on peut aussi parler d'intelligence artificielle ou d'autres types de technologies qui sont combinées et qui créent
encore une fois, des disruptions, et notamment des disruptions en droit ou en réglementation qui nécessitent, on vient de parler du régime pilote ou du règlement MICA, également de connaître et d'anticiper des nouveaux textes législatifs. Donc, cette équipe, elle est là pour répondre à ces réalités de marché, c'est-à-dire à l'innovation, alors financière, mais pas que, puisque lorsque on conseille des sujets en lien avec la blockchain et l'intelligence artificielle, très rapidement, on sort du secteur financier, puisque beaucoup d'entreprises, des corporates, des grands corporates souvent, ont recours à ces technologies pour différentes raisons. Ils peuvent émettre même un stablecoin, ou des types de cryptoactifs, des NFT, ou utiliser une blockchain pour réduire certaines une partie de leur chaîne de valeur, ou pour réduire leurs frais. Enfin bref, beaucoup de raisons d'utiliser ces technologies qui font que il n'y a pas que le secteur financier qui s'intéresse. Mais pour l'instant, c'est vrai que le secteur financier est particulièrement bouillonnant sur ces sujets. D'autres secteurs dans le domaine du luxe, dans le domaine des jeux, dans le domaine également de la grande distribution, commencent à développer beaucoup d'activités en lien avec cette technologie, ces Surtout les technologies. NFT, c'est ça? Surtout les NFT, mais aussi quand même la blockchain pour par exemple, sa dimension de certification, qui peut être très intéressante, notamment dans le domaine du luxe ou dans le domaine de l'énergie. Et donc, on voit se multiplier les projets de secteur en secteur, et c'est la réponse que le technologie a souhaité apporter à ces innovations qu'on trouve maintenant un petit peu partout et qui ne cessent de s'accroître. Et GIP 255 répond à cette réalité en termes d'innovation. Donc on a une équipe qui est constituée en grande partie d'anciens régulateurs, puisque la rupture réglementaire sur ces sujets est particulièrement importante. Donc c'est indispensable de bien comprendre comment se créent les nouveaux régimes et comment est-ce qu'ils s'appliquent. Il y a beaucoup d'agréments, d'enregistrements derrière ces activités, donc la connaissance de la réglementation est indispensable. Mais c'est une équipe de juristes multidisciplinaires qui accompagne des startups, des grandes entreprises, mais aussi des institutions publiques sur tous les sujets juridiques et réglementaires liés à l'innovation, donc à la finance numérique, au Web3, au FinTech. Et même des nouveaux régulateurs qui en ont la danse, parce qu'on a beaucoup parlé de l'AMF et de la CPR, mais je crois que la Française des Jeux est aussi en train de lancer des jeux utilisant la technologie blockchain, et donc du coup, de nouveaux types de régulateurs qui rentrent dans la danse. De régulateurs ou parce que la Française des Jeux là, en tant que prestataire de services de jeux, effectivement, peut innover notamment à travers la technologie. Alors d'autres régulateurs qui peuvent intervenir sur ces sujets, effectivement, par exemple l'autorité en charge des jeux en ligne, l'ex-Argel ANJ aujourd'hui, qui effectivement est en train de monter en puissance sur tous ces sujets parce que la gamification dans le domaine des cryptoactifs notamment est assez courante. Et donc la question des loteries, par exemple, se pose dans certains cas sur certains types de services et certaines activités en lien avec les cryptoactifs. Donc, c'est une autorité effectivement qui monte en puissance sur le sujet, une autre, l'ANSSI, qui est en charge des normes en matière de système d'information et de sécurité informatique, pour faire les choses simplement. L'ANSSI est également de plus en plus sollicitée sur ces sujets, compte tenu des aspects parfois inquiétant en matière de cybersécurité. Alors, c'est pas uniquement lié à ce secteur, mais la cybersécurité devient évidemment prépondérante dans tous les domaines. Et donc, l'ANSSI est également très mobilisée, de plus en plus mobilisée sur ces sujets, et figure même parfois dans certains régimes qui sont créés à cet effet pour participer à, alors non pas l'instruction d'un agrément ou l'instruction d'un enregistrement PSAN, par exemple, mais en tout cas, elle peut être sollicitée dans certains cas pour donner son opinion ou également apporter une expertise qui est particulièrement précieuse sur des sujets qui créent des nouvelles classes de risque. Alors, je profite de t'avoir parce que ça fait quand même longtemps que tu es plongé dans ces sujets-là. Euh, on parle à chaque fois qu'il y a des grands cycles autour du Bitcoin, etc., ou en tout cas on va dire les bull runs, on parle toujours des grands narratifs. Quels sont, à ton avis, les grands narratifs des 3-4 années à venir?
En termes de développement, En termes de développement, de use case. ouais, alors, moi, je pense que déjà, on est sur une révolution, une transformation industrielle. Je sais pas si c'est une révolution, mais en tout cas, clairement, une transformation industrielle qui s'opère toujours sur 20, 30 ans. Et on est clairement au milieu de cette transformation actuellement parce qu'on a dit la blockchain n'est pas complètement nouvelle, le Bitcoin a commencé à passer là il y a un bout de temps, l'intelligence artificielle, j'ai dit aussi tout à l'heure, ce n'est pas nouveau, ça se développe, et c'est en train de s'accélérer, mais c'est quelque chose qui a déjà été mise en œuvre dans le passé. Et donc cette combinaison de technologies aujourd'hui, elle crée clairement des changements assez radicaux alors non seulement dans la manière de travailler, donc des changements socio-professionnels, où on voit le travail à distance change les choses, les attentes générationnelles également pour plus de fluidité ou plus d'omnicanalité également créer des nouveaux besoins et une nouvelle manière de travailler. Et on sait que les transformations, les révolutions industrielles, elles se font souvent autour d'une transformation du travail. Et donc ça permet de voir un petit peu, enfin d'imaginer en tout cas les grands narratifs, comme tu dis, qui sont peut-être face à nous. Moi, je pense que le domaine des paiements va sans doute être particulièrement impacté dans les années à venir parce qu'on voit déjà la diversité des modes de paiement et la transformation dans le domaine des paiements qui s'opère depuis quelques années mais qui est en train de s'accélérer aujourd'hui, notamment avec l'intervention de ces nouveaux instruments qu'on appelle stablecoin ou demain la monnaie digitale des banques centrales ou encore d'autres types de moyens de paiement fractionnés. Et donc, Le fameux cash plus, c'est ça? oui, voilà, on voit que tout ce qui pouvait exister jusqu'à présent en termes de paiement est en train de se transformer assez radicalement. Et ça, c'est clairement, je pense, un des, un des, un des impacts les plus importants qu'on va avoir en termes d'innovation et en moyen terme. Il y a aussi le sujet de la tokenisation d'actifs. On en a parlé tout à l'heure à plusieurs reprises. Tokeniser des actifs, c'est permettre à des actifs d'être échangés autrement, parfois plus loin, et avec des contraintes qui sont nouvelles. Donc, il y a clairement aussi cette transformation qui s'opère. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque de France qui parle régulièrement de la tokenisation des actifs et qui parle de ce phénomène qui devrait s'amplifier également dans les années à venir. Alors, actifs financiers ou actifs non financiers, euh, notamment parce que cette évolution de l'Internet qu'on appelle Web3 devrait intégrer de plus en plus d'actifs tokenisés pour permettre d'acheter des terrains, des biens, des services, d'échanger de la propriété également. Et donc, la tokenisation d'actifs est clairement également un vecteur de changement qu'il va falloir observer de très près. Et puis enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais alors c'est pas vraiment un narratif en termes de développement d'activité, mais plus en termes de ce qu'il faut observer. Le risque cyber est clairement quelque chose qui prend une ampleur considérable, alors notamment parce que une réglementation qui porte le doux nom des DORA va également entrer en application en 2015, en 2025, mais aussi parce qu'on voit que toutes ces technologies qui créent de nouvelles opportunités, certes, et qui créent également de nouveaux instruments numériques, créent également indirectement des nouveaux types de risques. Donc le risque cyber est une thématique qui prend de l'ampleur et qui va sans doute être majeure dans les 10 années à venir. Voilà, c'est à peu près les trois principaux narratifs que j'ai en tête aujourd'hui. Et je crois que tu as écrit un petit essai sur les stablecoins. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu aujourd'hui pourquoi un stablecoin européen c'est important? Alors les stablecoins, pour ceux qui connaîtraient un peu moins le sujet, ce sont des cryptoactifs qui ont comme promesse, qui font la promesse d'une valeur relativement stable, c'est-à-dire une valeur qui évolue dans un couloir très serré et qui, compte tenu de ses caractéristiques et de comment dire, sa structuration, permet à ses utilisateurs de pouvoir bénéficier d'une valeur stable. En cela, c'est une réponse du monde privé à la monnaie qui est émise par les banques centrales et la monnaie
commerciales qu'on utilise tous les jours, puisque ces stablecoins peuvent être émis par des émetteurs, qui sont des émetteurs privés, donc des entreprises, et donc c'est clairement une réponse du secteur privé face à la monnaie traditionnelle qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors il y a eu une levée de boucliers de régulateurs à travers le monde sur de grands projets d'envergure de création de stablecoins. On pense au projet que Meta a essayé voilà, de mettre en œuvre. Et ça a donné lieu d'ailleurs dans la réglementation MiCA à un régime spécifique aux stablecoins qui va s'appliquer et qui va réduire un petit peu la voilure, puisque ces stablecoins vont devoir répondre à un certain nombre d'obligations au même titre finalement que d'autres types d'instruments qui peuvent être utilisés dans la sphère financière. Donc, les stablecoins sont là pour le secteur privé qui peut, via ce type d'instrument, proposer des modes de paiement captifs complètement intégrés à leur modèle d'affaires. Et puis, à côté de ça, il y a les banques centrales qui ont réfléchi très rapidement à créer leur propre stablecoin, en tout cas réponse au stablecoin, mais plutôt de la monnaie, et cette fois-ci la monnaie au sens juridique du terme, mais monnaie digitalisée, donc une monnaie digitale de banque centrale. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle une technologie, que ce soit la blockchain ou une autre, il est important que l'échange d'actifs via cette technologie puisse également donner lieu à un paiement dans la même langue. Par exemple, un titre financier tokenisé, un security token qui est échangé sur le marché, c'est beaucoup plus simple s'il peut être délivré et ensuite payé en monnaie par la même langue, en l'occurrence la blockchain, et donc il faudrait qu'un stablecoin puisse répondre à ce besoin. Il y a plein d'autres cas d'usage qui appellent les stablecoins à être développés, et donc les banques centrales, pour éviter que le secteur privé ne préempte complètement à terme le secteur des paiements, et également évidemment pour des raisons assez évidentes en termes de souveraineté monétaire, les banques centrales ont souhaité faire cette riposte avec leur propre monnaie digitale de banque centrale qui sont aujourd'hui complètement dans l'actualité. Magnifique, écoute, c'est très intéressant. Franck, pour finir, est-ce que tu aurais des recommandations de lecture ou de sites à aller visiter pour tous les gens qui aimeraient creuser ces sujets hautement passionnants que sont les stablecoins, MiCA, le régime pilote, et puis même le rôle finalement des régulateurs dans l'accélération de l'innovation en Europe? Alors oui, alors le problème des livres ou même des articles, c'est que à peine sont-ils sortis qu'ils sont obsolètes sur ce sujet. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des livres qui sont très bien écrits et qui décrivent la nature de cette technologie et le fonctionnement qui est adossé. En revanche, j'inviterais plutôt les personnes qui s'intéressent à ces sujets à aller consulter les consultations et les papiers d'autorité. C'est-à-dire que sur les sites de l'AMF, de la CPR en France, mais aussi de la Commission européenne, de l'ESMA, l'Autorité européenne des marchés financiers, figurent énormément de papiers de discussion et d'explications de tous ces enjeux et de toutes ce type d'instruments et de services qui sont parfaitement décrits et qui sont très à jour la plupart du temps, puisque ces autorités et ces institutions publiques ont pour obligation aujourd'hui de faire évoluer leur doctrine, de préciser les règles, et donc elles doivent publier très régulièrement des papiers qui sont extrêmement instructifs. Donc j'inviterais plutôt les personnes à aller sur ces consultations et discussion papers ou parfois notes d'analyse qui sont produites par les autorités nationales, européennes ou des instances supra-européennes et supranationales. Là encore, il ne faut pas hésiter à aller s'intéresser à ce que certains organismes, des groupes de discussion de partenariat économique comme le G7, le Conseil de stabilité financière, les accords de Bâle, l'Organisation internationale des commissions de valeur, tous ces organes internationaux qui parfois créent des normes internationales, ont publié et continuent de publier également énormément de papiers sur ces sujets-là, l'OCDE également, qui, selon l'angle qui est pris dans les papiers, sont plus ou moins instructifs, mais en tout cas apportent clairement beaucoup de contenu.
Et pour finir sur mes recommandations, puisque tout ça participe à l'évolution donc de l'Internet et du Web3, j'inviterais à observer, si vous avez la chance d'en avoir un ou plusieurs à la maison, vos ados, puisque aujourd'hui, lorsqu'on regarde le comportement des nouvelles générations dans à la fois la consommation du numérique et également le rapport qu'ont les nouvelles générations à la performance numérique, c'est-à-dire à leur comportement en ligne, à leur comportement sur les réseaux, qui considèrent la plupart du temps que cette performance numérique a une valeur et que cette valeur peut être monétisée et que cela peut donner lieu à des échanges d'instruments numériques. Observer les ados, c'est observer l'avenir. Observer les conversations d'ados, où est-ce qu'elles se déportent. On a vu très récemment, enfin, depuis même un peu plus de 2 ans maintenant, les conversations bouger alors évidemment plus Facebook, enfin, de moins en moins malheureusement pour certains. Ensuite, on a vu Instagram, WhatsApp, et puis de plus en plus maintenant on voit des métavers en fait que les ados utilisent à travers les jeux vidéo ou d'autres types de blocs technologiques, et c'est là où les conversations se passent. Et c'est pour ça que les marques plantent des drapeaux dans les métavers, parce qu'elles ont bien compris qu'il fallait être proche des conversations des nouvelles générations. Donc, observer les ados et comprendre leur comportement face au numérique, c'est aussi une bonne manière, je trouve, de comprendre ce qui est en train de se passer. Cette fameuse transformation numérique ou révolution industrielle, je ne sais pas, qui s'opère depuis quelques années maintenant. Bah merci Franck, je crois qu'on va tous adopter un ado du coup pour essayer de comprendre. Voilà. C'était très clair. Merci d'avoir parlé de ces sujets qui sont complexes dans un langage qui est compréhensible pour le commun des mortels. Et puis bah, j'espère te recevoir à nouveau dans un an ou enfin quand le futur régime pilote et Mika sera mis en place pour qu'on puisse peut-être faire un point sur ces différentes réglementations et programmes. Voilà, bah, je te souhaite une excellente journée. Merci Alexis, merci pour l'invitation. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de From the Block. Comme je suis sûr que vous avez adoré cet échange autant que moi, je vous invite à vous abonner au podcast ou à la chaîne YouTube. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, collègues et tous ceux qui s'intéressent au Web3. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et à faire connaître les voix influentes de l'industrie. Restez connectés, car de nombreux épisodes passionnants sont à venir. Merci d'avoir écouté From the Block.